Avec tout ce qu'il se passe, des mondes au sein de mondes demandant notre attention, il peut parfois sembler impossible de trouver ces quelques moments dont vous avez besoin pour passer du temps où vous pouvez simplement vous détendre, vous asseoir et être immobile. Compréhensiblement, trouver la paix est quelque chose que beaucoup recherchent tout au long de leur vie. La paix intérieure fait référence à un sentiment de tranquillité et de repos qui vient de l'intérieur. La liberté des perturbations ou la tranquillité. En utilisant cette définition, la paix intérieure est une forme de tranquillité intérieure qui n'est pas perturbée par des troubles. Dans les traditions spirituelles, les perturbations sont souvent des mouvements de l'esprit, le genre de pensées intrusives ou d'émotions difficiles que nous rencontrons souvent dans notre vie quotidienne. Une grande partie des écoles de pensée telles que le bouddhisme et le taoïsme se concentrent sur des pratiques qui cultivent la paix intérieure. En particulier, l'enseignement central du Bouddha des quatre nobles. Vérité affirme que toute l'existence humaine est une souffrance ou dukkha. La souffrance, d'autre part, est causée par l'attachement, soit par aversion, soit par désir. Plus nous nous attachons à nos biens, réalisations et même aux personnes, plus nous sommes éloignés de notre vraie nature. Le taoïsme et le bouddhisme nous enseignent tous deux que rien dans le monde matériel ne nous apportera jamais une satisfaction profonde. Tout est impermanent. Cela change constamment, tout comme nos désirs, pensées, préférences et aversions. Si nous pouvons apprendre à suivre cette impermanence et à nous y rendre, comme le Tao Te Ching nous enseigne, nous atteindrons la paix intérieure. La paix intérieure est donc atteinte par la pratique du détachement. Le détachement est une qualité de la conscience, l'arrière-plan du mouvement constant de l'esprit et du corps. Il peut être le cœur d'une personne résiliente et d'une psychologie positive et peut conduire à un résultat plus positif et à une meilleure vie. Le Bouddha pointait vers ce qui est non conditionné, non soumis à la naissance et à la disparition, et donc une base plus fiable pour le bonheur durable et la paix intérieure. Par exemple, le champ de la conscience est effectivement non conditionné, les expériences changent, mais la conscience est stable. Souvent, nous pensons à la paix comme l'absence de guerre. Cela se reflète dans la paix intérieure. À quelle fréquence sommes-nous en guerre avec nous-mêmes? À quelle fréquence le critique intérieur cause-t-il de l'harmonie pour notre paysage intérieur? La paix intérieure est un processus d'équilibre émotionnel et d'équanimité, une manière de trouver une stabilité intérieure face aux changements constants. La définition bouddhiste de la paix intérieure implique la liberté de la souffrance et le sentiment de sérénité qui vient de l'acceptation et de la compassion envers tous les phénomènes éphémères. Ces phénomènes éphémères incluent le bonheur, d'où la nature contre-intuitive de la recherche de la paix intérieure. Il y a une raison pour laquelle la paix intérieure est ancrée dans la sagesse religieuse ou philosophique. Sa nature est difficile à comprendre avec l'intellect seul. Atteindre la paix intérieure n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une pratique incarnée. Le Tao décrit comment, comme la nature, on devrait être en équilibre, en harmonie et simple. Le verset 37 du Tao Te Ching cite comment les gens seraient satisfaits de leur vie simple et quotidienne, en harmonie et libres de désir. Quand il n'y a pas de désir, toutes choses sont en paix. La vision du monde taoïste est enracinée dans une observation étroite des motifs de changement qui existent dans le monde naturel. Lao Tzu préconise de vivre naturellement et librement comme vous êtes vraiment, plutôt que comme on vous dit d'être. Nous sommes tous un avec le Dao, donc suivre le flux du Dao signifie être naturel, observer la simplicité et la non-action ou la non-ingérence au lieu d'agir par l'ego et le désir. Vivre en accord avec le Dao au niveau personnel se propage dans le monde dans lequel nous vivons, car tout ce qui existe entre le ciel et la terre émane de la même étoffe de l'existence. Le Dao est une symphonie dans laquelle nous sommes chacun un instrument, et être naturel signifie jouer les notes en harmonie avec la musique de l'univers. Le Tao Te Ching ne présente pas d'instructions ou de techniques spécifiques
pour devenir ce qu'il appelle un Shengren, un sage qui a réalisé le Dao. Cependant, il décrit comment un sage se comporte. Par exemple, il affirme qu'on ne devrait pas forcer les choses, mais plutôt être tranquille, n'avoir aucun désir, se comporter naturellement et vivre simplement. Cela affectera à son tour l'environnement social et politique du sage. Les paroles du Tao Te Ching sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de 2000 ans, et elles peuvent être mises en pratique dans nos vies modernes. Les pratiques suivantes sont issues du grand sage taoïste Lao Tzu afin de cultiver la paix intérieure. Une chose importante à garder à l'esprit est la respiration et la recentration. Pouvez-vous équilibrer votre force vitale et embrasser l'un sans séparation? Pouvez-vous contrôler votre respiration doucement, comme un bébé? Pouvez-vous clarifier votre vision sombre sans tache? Chapitre 10, le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching affirme que l'autoculture entraînera la paix intérieure et la paix dans la société. L'autoculture taoïste se manifeste dans sa profusion de formes de méditation et de Qigong, des pratiques qui focalisent notre conscience sur notre respiration et le flux de Qi ou d'énergie vitale à travers nos corps. Ces techniques sont basées sur les théories présentées dans le Huangdi Neijing, le classique interne du Jaune Empereur, qui est un ancien texte chinois, traité comme la source doctrinale fondamentale de la médecine chinoise. L'idée fondamentale du Qigong et de la médecine chinoise, acupuncture et herboristerie, est que le Qi équilibré et fluide entraîne la santé, tandis que le Qi stagnant ou déséquilibré conduit à la maladie. Cela est vrai non seulement au niveau du corps humain, mais aussi en termes de paysages naturels. Montagnes, rivières, forêts et de structures fabriquées par l'homme, maisons, immeubles de bureaux et parcs. De la même manière qu'un acupuncteur diagnostique des déséquilibres énergétiques et travaille à rétablir le QI fluide dans le corps humain, de même le praticien de Feng Shui perçoit des déséquilibres énergétiques dans les paysages naturels ou fabriqués par l'homme, puis applique diverses techniques pour remédier à ces déséquilibres. Dans les deux cas, l'objectif est d'établir un flux d'énergie plus ouvert dans l'environnement interne ou externe particulier et, par conséquent, d'atteindre la paix intérieure et éventuellement de reconnaître notre unicité avec le Dao. Vous pouvez commencer à cultiver la santé en vous concentrant sur votre respiration. Embrasser l'unité sans séparation signifie unifier et harmoniser votre esprit et votre corps afin que vous puissiez vous connecter à votre esprit, qui est votre lien direct avec le Dao. Lorsque vous êtes dans un état stressant, votre respiration devient rapide et superficielle, et votre rythme cardiaque s'accélère. Une respiration rapide et superficielle rend plus difficile le travail de vos poumons, qui consiste à fournir à votre corps de l'oxygène et à éliminer les déchets et les toxines de votre circulation sanguine. La privation d'oxygène permet à ces toxines de s'accumuler dans votre corps, sollicitant votre système immunitaire. Une mauvaise alimentation en oxygène peut conduire au vieillissement prématuré et à la perte de vitalité, et est liée à une augmentation des crises cardiaques et des AVC. Lorsque vous pratiquez la respiration méditative, visualisez chaque muscle et chaque cellule de votre corps se détendre et se relâcher à chaque expiration. À chaque inspiration, visualisez votre corps se remplir de vitalité et d'énergie. Moins, c'est plus. La vie simple. Poursuivez la connaissance. Gagnez quotidiennement. Poursuivez le Tao. Perdez quotidiennement. Perdez et perdez à nouveau. Arrivez à la non-action. Chapitre 48. Le Tao Te Ching. Ceux qui cherchent le Dao n'utilisent ni les oreilles ni les yeux. Ils regardent à l'intérieur, pas à l'extérieur. De cette manière, la recherche de la perte est meilleure que le gain, car la vraie connaissance n'a aucun lien avec ce que vous avez appris ou réalisé dans le monde extérieur. La vraie connaissance vient du fait de rester immobile et d'observer le soi. La sagesse vient avec la capacité d'être immobile. Regardez et écoutez simplement. Rien de plus n'est nécessaire. En restant immobile, en regardant et en écoutant,
Vous activez l'intelligence non conceptuelle en vous. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos actions. Avez-vous remarqué comment les idées les plus sages et les épiphanies les plus significatives ont tendance à émerger dans le calme ou le silence? L'autocritique peut être bruyante et intrusive, ajoutant au chaos. Mais la voix de la sagesse porte avec elle un sentiment de sérénité et de calme. C'est l'intelligence non conceptuelle. Trouver la paix intérieure est important car elle vous connecte à vous-même, à la nature et aux autres de manière profonde. Le chaos constant et la réactivité vous maintiennent dans d'anciens schémas de pensée et des boucles comportementales. C'est dans le calme que vous pouvez repérer ces schémas et faire des choix différents. Retourne à l'infantile. Retourne aux blocs non taillés. Retourne à la simplicité. Chapitre 28, le Tao Te Ching. Un bloc de bois non taillé est rempli d'un potentiel illimité. Mais une fois taillé, des distinctions ont été faites et des limites ont été créées. Revenir à votre véritable nature, c'est être comme un bloc non taillé ou comme un nourrisson. Vous n'êtes toujours pas impacté et êtes préservé de la socialisation et des jugements arbitraires. Le Tao Te Ching dit que nous devrions commencer à nous affiner en pratiquant l'art de la simplicité. Nous devrions retrancher ou réduire nos poursuites et accumulations mondaines et intellectuelles. Moins, plutôt que plus, nous relie au Tao et à notre véritable nature. Outre la simplicité, le taoïsme enseigne également le néant et le vide à travers le concept de Wu Wei. Wu est défini comme pas ou sans. Wei est ensuite défini comme faire. En traduisant littéralement le sens des deux mots, on obtient agir sur quelque chose. Dans le taoïsme, la phrase Wu Wei peut être interprétée comme signifiant agir mais ne pas posséder l'action. La signification de ne pas posséder l'action est simplement que l'on ne devrait pas être attaché au résultat de l'action. On devrait simplement agir, sans penser à ce que cette action leur apportera. Cela signifie suivre le flux de la nature, sans effort. Plutôt que de lutter constamment contre les situations et de les contrôler, ce qui est contre nature et autodestructeur, il vaut mieux comprendre la vraie nature du Tao, se comporter de manière complètement naturelle et en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Les maîtres taoïstes valorisaient la richesse intérieure plutôt que la richesse extérieure et les réalisations. On peut atteindre un haut rang dans une entreprise ou devenir riche et manquer toujours d'un cœur et d'un esprit calme. Pour certains, quoi qu'ils aient ou accomplissent, cela ne suffit jamais. Cette recherche éternelle du plus distrait souvent notre appréciation pour ce que nous avons déjà. Nous sommes absorbés par la tentative d'obtenir le meilleur de tout dans la vie. Nous comparons et contrastons constamment. Si quelque chose ne correspond pas à nos normes, nous sommes alors insatisfaits du résultat. Mais voici ce qui est étrange mais vrai dans les tranchées quotidiennes de la vie. Il n'y a pas de telle chose que de ne pas adorer. Tout le monde adore. Le seul choix que nous ayons, c'est ce que nous adorons, et la raison probablement la plus convaincante de choisir quelque chose de spirituel à adorer est que tout le reste que vous adorerez vous dévorera probablement. Si vous adorez l'argent et les choses, si c'est là que vous placez le véritable sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Adorez votre propre corps et votre beauté et votre séduction sexuelle, et vous vous sentirez toujours laid, et lorsque le temps et l'âge commenceront à se montrer, vous mourrez 1 million de morts avant qu'ils ne vous plantent enfin. À un niveau, nous le savons déjà. Cela a été codifié en mythes, proverbes, clichés, épigrammes, paraboles, en d'autres termes, le squelette de chaque grande histoire. La véritable astuce est de garder la vérité en première ligne dans la conscience quotidienne. Adorer le pouvoir te conduira à te sentir faible et effrayé, et tu auras besoin de toujours plus de pouvoir sur les autres pour t'engourdir face à ta propre peur. Adorer ton intellect, être perçu comme intelligent, te conduira à te sentir stupide, un imposteur toujours sur le point d'être découvert. La chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration n'est pas qu'elles sont mauvaises ou pécheresses, c'est qu'elles sont inconscientes. Ce sont des paramètres par défaut. Ce sont le genre d'adoration dans lequel tu glisses progressivement, jour après jour, devenant de plus en plus sélectif sur ce que tu vois et comment tu mesures la valeur sans être pleinement conscient que c'est ce que tu fais.
Et le prétendu monde réel ne te découragera pas d'agir selon ton paramétrage par défaut, car le prétendu monde réel des hommes, de l'argent et du pouvoir tourne gaiement avec le carburant de la peur, de la colère, de la frustration, de la convoitise et de l'adoration de soi. La pensée taoïste dit que nous devrions nous débarrasser de ces envies ou désirs de la vie. Lorsque nous nous limitons à nos plus grands désirs, nous sommes capables d'atteindre des moments de la plus pure simplicité. Conquérir les autres nécessite de la force. Se conquérir soi-même est une véritable force. Savoir ce qui est suffisant est une richesse. Chapitre 33. Tao Te Ching. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir ce qui est suffisant. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir de réussite. Par conséquent, savoir que suffisamment est suffisant est toujours suffisant. Chapitre 46. Tao Te Ching. La leçon ici est que si nous nous concentrons sur le fait d'atteindre de plus en plus, nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà et qui nous sommes vraiment. Il est donc impératif que nous prenions le temps de cultiver un sentiment de contentement avec la façon dont les choses sont ici et maintenant. Voir les situations pour ce qu'elles sont, puis voir ce qui doit être changé, le cas échéant. Si quelque chose qui doit être changé peut l'être, il vaut la peine de prendre des mesures pour le faire. S'il ne peut pas être changé, la stratégie consiste à apprendre à s'adapter à cette situation. Pour le faire, conquiers-toi en t'acceptant, et tu apprendras quand assez, c'est assez. La chose la plus douce au monde l'emporte sur la plus forte. Chapitre 43. Tao Te Ching. Par conséquent, ceux qui voudraient être au-dessus doivent parler comme s'ils étaient en dessous. Ceux qui voudraient diriger doivent parler comme s'ils étaient derrière. Parce que le sage n'est pas contentieux, personne ne lutte contre lui. Chapitre 66. Tao Te Ching. Wang Tao a dit 8 pieds d'eau peuvent faire flotter un navire de 1000 tonnes. Les maîtres taoïstes font souvent référence à la capacité de l'eau à user même des roches les plus dures. L'eau, étant douce et flexible, l'emporte sur le fort. Nous pouvons mettre cela à profit dans nos interactions quotidiennes. Lorsque quelqu'un cherche la bagarre, nous pouvons gagner en étant flexibles et doux, évitant ainsi le conflit. De plus, lorsque nous avons besoin de quelque chose de quelqu'un, quelle que soit notre position dans l'organisation, nous devons approcher cette personne avec humilité et d'un endroit de douceur et d'appréciation. Vise dans un bon endroit. Garde ton esprit profond. Traite bien les autres. Tiens parole. Établis des règles justes. Fais ce qu'il faut. Chapitre 8. Tao Te Ching. Dans la recherche d'un esprit plus calme, nous devons encore nous occuper des aspects pratiques de la vie quotidienne. Le sage trouve l'équilibre entre le yin, qui est la quiétude, le repos et l'introspection, et le yang, qui est le mouvement, l'interaction et l'engagement dans les affaires mondaines. Travailler quand c'est le moment signifie également que l'on devrait travailler quand c'est nécessaire, mais aussi s'arrêter lorsque le travail est terminé. Beaucoup d'entre nous travaillent de très longues heures, certains par choix, d'autres non. Dans les deux cas, il y a un moment pour se reposer, et la clé d'un esprit et d'un corps sain est de trouver le temps de se reposer après le travail, et ensuite reprendre le travail seulement après s'être reposé. Zhuangzi a écrit dans son livre éponyme que l'on devrait suivre son cœur, et qu'agir en harmonie avec sa nature profitera à la société dans son ensemble. Nous faisons cela en n'étant rien de plus ni moins que nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. Reconnaître notre position dans le monde, nos capacités et limitations, puis agir en conséquence, apportera le bonheur et la paix intérieure. Votre soutien me motive et m'inspire à créer toujours plus. J'apprécie vraiment chaque moment que nous partageons sur cette plateforme. Si ma chaîne peut apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie, de réflexion ou d'évasion dans votre vie, alors elle atteint son objectif. Merci du fond du cœur.
Ces célèbres paroles de Lao Tzu ne peuvent évidemment pas être prises dans leur sens littéral, car le principe de non-action, Wu Wei, ne doit pas être considéré comme de l'inertie, de la paresse, du laisser-faire ou une simple passivité. Parmi les plusieurs significations de Wei, on trouve être, faire, fabriquer, pratiquer, agir, et sous la forme signifie faux, simulé, contrefait. Mais dans le contexte des écrits taoïstes, il signifie clairement forcer, s'ingérer et artifice, en d'autres termes, essayer d'agir contre le sens de la vie. Ainsi, Wu Wei comme ne pas forcer est ce que nous entendons par aller dans le sens du courant, suivre le mouvement, nager avec le courant, adapter les voiles au vent, prendre le flux à son apogée et s'incliner pour conquérir. Cela est peut-être mieux illustré dans les arts japonais du judo et de l'aïkido, où un adversaire est vaincu par la force de sa propre attaque, et le dernier art atteint des sommets de compétences tels que j'ai vu un attaquant jeté au sol sans même être touché. Le principe est illustré par la parabole du pin et du saule sous la neige épaisse. La branche de pin, étant rigide, se casse sous le poids, mais la branche de saule cède au poids et la neige tombe. Notez cependant que le saule n'est pas mou, mais élastique. Wu Wei est donc le mode de vie de celui qui suit le Tao et doit être compris principalement comme une forme d'intelligence, c'est-à-dire de connaître les principes, les structures et les tendances des affaires humaines et naturelles si bien que l'on utilise le moins d'énergie possible pour les traiter. Mais cette intelligence n'est pas simplement intellectuelle, elle est aussi l'intelligence inconsciente de tout l'organisme et en particulier la sagesse innée du système nerveux. Wu Wei est une combinaison de cette sagesse avec le fait de suivre la voie de moindre résistance dans toutes ses actions. Ce n'est pas simplement l'évitement de l'effort. Dans le judo, par exemple, on utilise les muscles mais seulement au bon moment lorsque l'adversaire est déséquilibré ou c'est trop étendu. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanskrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanskrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Si, en revanche, il est tenu facilement, avec les yeux fixés sur un point lointain et avec le sentiment que c'est un tuyau en caoutchouc à travers lequel l'eau coule vers ce point, il sera extrêmement difficile à plier. Sans forcer, on suppose simplement que le bras restera droit, quoi qu'il arrive, en raison du flux de chi. Pendant le test, expirez lentement, comme si c'était de l'abdomen, et pensez que le souffle se déplace à travers le bras. C'est peut-être une forme de ce que nous appelons, ou plutôt mal nommons, l'auto-hypnose, qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai constaté qu'une sorte de la même méthode peut être utilisée pour ouvrir un bouchon dur sur un pot, et j'ai connu un vieux maître zen, frêle en apparence, qui, en s'appuyant apparemment contre eux, déplaçait des rochers lourds qui défiaient de jeunes hommes forts. Tout comme l'eau suit la gravité et, si elle est piégée, monte pour trouver un nouvel écoulement, ainsi Wu Wei est le principe selon lequel la gravité est de l'énergie. Et le taoïste trouve dans la gravité un flux constant qui peut être utilisé de la même manière que le vent ou un courant. Tomber avec la gravité constitue l'immense énergie de la Terre qui tourne dans son orbite autour du Soleil. Nous devrions d'abord examiner l'aspect politique du Wu Wei. En lisant Lao Tzu et Chuang Tzu comme des commentaires sur leur époque, ils soulignent la totale folie de l'ambition pour le pouvoir politique, tellement cela est un fardeau pour ceux qui le détiennent. Comme nous pouvons le voir clairement aujourd'hui, personne en possession de ces moyens ne voudrait être le gouverneur suprême d'une grande nation, car on ne peut imaginer un mode de vie plus agité,
frustrant, anxiogène et exigeant, où l'on n'est jamais hors de portée du téléphone, est constamment accompagné de gardes et doit prendre des décisions capitales sur la base d'informations filtrées et peu nombreuses, heure après heure. Sous une telle pression, personne ne peut rester un être humain avec du temps pour s'arrêter et regarder, pour errer dans les bois avec un ou deux amis politiquement peu importants, ou pour s'asseoir seul sur une plage et regarder la mer. Le grand pouvoir est source d'inquiétude, et le pouvoir total est source d'ennui, tellement que même Dieu le renonce et fait semblant, à la place, qu'il est des gens et des poissons et des insectes et des plantes. Le mythe du roi qui va errant parmi ses sujets déguisés. Il doit être compris, en passant, que tant Lao Tzu que Chuang Tzu apprécient l'humour de l'exagération de leur cas, ce dernier choisissant parfois des exemples vraiment absurdes pour illustrer un point. Ainsi, dans ce cas, Lao Tzu ne doit pas être pris absolument au sérieux, mais il fait remarquer que les gens seraient bien mieux s'ils pouvaient réfréner leur ambition, ralentir le rythme de la vie et ne pas mépriser le travail manuel. Dans tous les cris taoïstes, il y a une nostalgie pour les vrais hommes des temps anciens, rappelant Rousseau et l'idéalisation du bon sauvage du XVIIIe siècle. Nostalgie que l'anthropologie à la mode déplore depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'une longue vie est une si bonne chose si elle est vécue dans la crainte quotidienne de la mort ou à la recherche constante de satisfaction dans un lendemain qui ne vient jamais? Le progrès technologique est-il une maladie symptomatique de l'incapacité à être centré et à apprécier le présent? Comme le dit Chuang Tzu, l'homme de vertu parfaite, au repos, n'a pas de pensée, dans l'action, pas d'anxiété. Il ne reconnaît ni le droit, ni le tort, ni le bien, ni le mal. Dans les quatre mers, quand tous bénéficient, c'est là son repos. Les hommes s'attachent à lui comme des enfants qui ont perdu leur mère. Ils se rassemblent autour de lui comme des voyageurs qui ont perdu leur chemin. Il a de la richesse en surplus, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il a de la nourriture et des boissons plus que suffisantes, mais ne sait pas qui les fournit. Dans une ère de vertu parfaite, les hommes bons ne sont pas appréciés. L'habileté n'est pas visible. Les dirigeants ne sont que des balises, tandis que le peuple est aussi libre que les cerfs sauvages. Ils sont droits sans être conscients du devoir envers leurs voisins. Ils s'aiment les uns les autres sans être conscients de la charité. Ils sont vrais sans être conscients de la loyauté. Ils sont honnêtes sans être conscients de la bonne foi. Ils agissent librement dans toutes choses sans reconnaître d'obligation envers personne. Ainsi, leurs actes ne laissent aucune trace. Leurs affaires ne sont pas transmises à la postérité. Il doit également être clair que le Wu Wei n'est pas un caprice intentionnel, comme lorsque les gens font tout leur possible pour faire quelque chose de bizarre ou d'inconventionnel, suivant la convention aussi servilement qu'un carré, comme leur guide pour faire l'opposé. C'était une interprétation erronée courante du taoïsme et du zen lorsqu'ils sont devenus populaires parmi les jeunes de l'Occident. Ainsi, en fait, les taoïstes contemplatifs méditent, mais pas dans le but égoïste de s'améliorer. C'est plutôt que, ayant compris intuitivement qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui du Tao, ils font des excursions dans ce que les choses ne peuvent pas échapper, et méditent pour la joie de la méditation, le flux de la respiration, le son des coqs au loin, la lumière sur le sol, le murmure du vent, l'immobilité, et hélas, toutes ces choses que les activistes militants de l'Ouest et de l'Est ont, avec leur frénétique finalité, appris à mépriser. C'est l'aspect yin de la vie taoïste, et donc n'exclut pas, quand il devient opportun, l'aspect yang de se réjouir de la vigueur, de sorte que la discipline du mouvement corporel du Tai Chi Chuan, fluide et oscillant, est tout autant appréciée que la méditation assise. Wu Wei est un état de conscience presque onirique, flottant, de sorte que le monde physique manque de la dure réalité normalement présente pour le bon sens. Comment savoir que l'amour de la vie n'est pas une illusion? Comment savoir que celui qui a peur de la mort n'est pas comme un homme qui était loin de chez lui quand il était jeune et donc n'a pas l'intention de revenir?
Comment savoir que les morts ne se repentiront pas de leur ancien désir de vie? Ceux qui rêvent d'un banquet la nuit peuvent pleurer et se lamenter le lendemain matin. Ceux qui rêvent de pleurer et de se lamenter peuvent sortir chasser le matin. Quand ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. Dans leurs rêves, ils peuvent même interpréter des rêves. Ce n'est que quand ils sont éveillés qu'ils commencent à savoir qu'ils ont rêvé. Par la suite vient le grand réveil, et alors nous découvrirons que la vie elle-même est un grand rêve. Tout le temps, les imbéciles pensent qu'ils sont éveillés, qu'ils savent. Avec de belles discriminations, ils font des distinctions entre princes et palefreniers. Quelle stupidité! Confucius et toi êtes tous deux dans un rêve. Quand je dis que tu es dans un rêve, je suis aussi dans un rêve. Le sentiment que le monde est onirique, trouvé aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, vient principalement de la constatation de sa transience plutôt que de spéculations sur la connaissance et la vérité, l'épistémologie et l'ontologie, bien que celles-ci viennent ensuite. Surtout en vieillissant, il devient de plus en plus évident que les choses sont sans substance, car le temps semble passer plus rapidement, de sorte que l'on prend conscience de la fluidité des solides. Les gens et les choses deviennent comme des lumières et des ondulations à la surface de l'eau. Nous pouvons faire des films en accéléré de la croissance des plantes et des fleurs, dans lesquels elles semblent venir et partir comme des gestes de la terre. Si nous pouvions filmer les civilisations et les villes, les montagnes et les étoiles, de la même manière, nous les verrions comme des cristaux de givre se formant et se dissolvant, et comme des étincelles sur le dos d'une cheminée. Plus le tempo est rapide, plus il semblerait que nous regardions, non pas tant une succession de choses, que le mouvement et les transformations d'une chose, comme nous voyons des vagues sur l'océan ou les mouvements d'une danseuse. De la même manière, ce qui apparaît au microscope comme une masse de grumeaux plastiques hérissés d'épines est, à l'œil nu, la peau claire d'une fille. Mis très crûment, le mysticisme est la perception d'une chose faisant tout. Les taoïstes le disent plus subtilement de sorte que le faire n'est pas le sens d'une chose, le Tao, forçant et contraignant les autres. En général, les philosophies de l'Occident moderne n'apprécient pas cette vision onirique des choses, peut-être à cause du sentiment que si nous sommes des rêves, nous ne sommes pas importants, et que si nous ne sommes pas importants, il n'est pas nécessaire de se respecter mutuellement. Nous avons tous entendu le cliché selon lequel la vie humaine est bon marché en Chine. Bien sûr, parce qu'il y en a trop. Et nous-mêmes devenons insensibles à mesure que les populations se multiplient et que les médias d'information nous accoutument aux statistiques d'immenses massacres. Personne, cependant, n'a démontré de relation nécessaire entre les points de vue métaphysiques ou les croyances religieuses des gens et leur comportement moral. Les personnes importantes peuvent devenir trop importantes, et ainsi des nuisances à éliminer. Et il faut se souvenir que les tortures et les brûlures de l'Inquisition étaient commises avec une profonde préoccupation pour le sort des âmes immortelles des hérétiques. Il semble souvent que la douleur soit notre mesure de la réalité, car je ne suis pas conscient qu'il y ait jamais de douleur physique dans les rêves, en dehors d'une raison physiologique réelle. C'est donc une blague courante que les croyants en l'irréalité de la matière ont du mal à convaincre qui que ce soit de l'irréalité de la douleur. Pourtant, le corps humain contient tellement d'espace vide que ces éléments pondérables pourraient être condensés à la taille de ce tout petit point, car sa solidité apparente est une illusion découlant du mouvement rapide de ses composants atomiques, comme lorsqu'une hélice en rotation semble devenir un disque impénétrable. Peut-être que la douleur est une forme de conditionnement, puisque nous savons que le type de conditionnement appelé hypnose peut être un anesthésique extraordinaire et sélectif. Cependant, essayons d'imaginer un univers, un domaine d'expérience ou un champ de conscience, dépourvu de tout extrême pouvant être qualifié de douleur ou d'horreur. Bien qu'une personne chanceuse puisse passer des jours, des mois et des années dans des circonstances très agréables et confortables, il y a toujours une appréhension, une pensée à l'arrière de l'esprit, que la douleur sous quelque forme que ce soit est au moins possible. Elle rôde autour du coin, et il sait qu'il est chanceux car tout autour de lui, il y a ceux qui souffrent,
Toute expérience, toute conscience semble être de spectres variés de vibrations si ordonnées que leurs extrêmes, comme le yin et le yang, doivent d'une manière ou d'une autre aller de pair. Si nous coupons un aimant en barre de manière à enlever son pôle nord, nous constatons seulement que chaque moitié a maintenant des pôles nord et sud comme auparavant. Ainsi, un univers sans la polarité du plaisir et de la douleur serait difficile à imaginer. Dans de nombreuses sociétés, nous avons fait un long chemin pour nous débarrasser de telles monstruosités que la torture légale et, par des moyens médicaux, des douleurs de la maladie et de la chirurgie. Pourtant, de nouvelles craintes semblent prendre leur place, et il y a toujours le spectre de la mort en arrière-plan. Mais il vaut la peine de réaffirmer le principe selon lequel vous ne pouvez pas aller de pair avec les choses, à moins de comprendre qu'il n'y a en vérité aucune alternative, puisque vous et les choses sont le même processus, le Tao qui coule maintenant. Le sentiment qu'il y a une différence est également ce processus. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Il n'y a rien à ne pas faire à ce sujet. Il n'y a que le courant et ses myriades de convolutions, vagues, bulles, éclaboussures, tourbillons et remous. Et vous êtes cela. On aimerait en rester là, sauf qu'une telle déclaration évoque dans de nombreux esprits un tumulte de questions. Au lieu d'expérimenter le flux en cours, ce qui rendrait tout clair, ils veulent toutes sortes de garanties préliminaires que ce sera sûr et rentable de le faire, comme savoir si cette compréhension fonctionne comme une philosophie de vie. Bien sûr que oui, et très efficacement, mais si on le suit pour cette raison, on ne le suivra pas. Mais s'il y a la compréhension, le pouvoir ou la vertu du te surgit spontanément, ou, comme disent les chrétiens, par grâce divine, distincte de la volonté. En réalisant que vous êtes le Tao, vous manifestez automatiquement sa magie, mais la magie, en tant que grâce, est quelque chose dont personne ne devrait se targuer. Comme le dit Lao Tzu du Tao lui-même, quand de bonnes choses sont accomplies, il ne les revendique pas ou ne les nomme pas. Pour la plupart d'entre nous, l'approche par défaut est d'essayer de forcer les choses. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la meilleure façon d'atteindre nos objectifs est d'imposer notre volonté au monde en réfléchissant plus rigoureusement et en travaillant plus dur. On considère que la réussite mène au bonheur, en particulier la réussite d'un projet pour lequel on a travaillé très dur. Quasiment toutes nos histoires, qu'il s'agisse de films hollywoodiens, de chansons pop, de biographies sportives ou d'entrepreneurs, glorifient la souffrance et la lutte associées au dépassement de l'adversité pour atteindre un objectif et finalement atteindre le bonheur. Bien que cela fasse une bonne histoire, suivre cette stratégie dans la vie est une recette assez sûre pour le malheur. En effet, certains des objets les plus insaisissables de notre travail acharné incessant, comme le bonheur, l'attractivité, la sincérité et le charisme, sont mieux poursuivis indirectement et, en fait, sont étonnamment résistants à la recherche consciente. Les philosophies orientales comme le taoïsme et le bouddhisme ont identifié que la joie obtenue grâce à ces succès n'est jamais que fugace. Et voici pourquoi nous connaissons tous la subtile déception qui s'insinue dans nos précieux moments de réussite, car la réalité dépasse rarement nos attentes. Pire encore, après un certain temps, nous nous habituons à notre nouveau statu quo pour nous retrouver quelques jours plus tard à nous demander ce qui va suivre. À ce moment-là, nous recherchons généralement la prochaine aventure, au bout de laquelle nous serons enfin comblés. Si nous répétons ce cycle assez souvent, nous remportons la course des rats et recevons en récompense une bonne vieille crise de la quarantaine. Le pire que nous réalisons lors de notre crise de la quarantaine, c'est que pendant que nous étions occupés à faire ce qui était si important à ce moment-là, nous avons manqué toute la magie qui s'est produite autour de nous. C'est à ce moment que la peur de manquer quelque chose devient réelle, la peur de manquer la vie. C'est le moment où nous réalisons que nous nous sommes trompés nous-mêmes tout du long, que nous sommes devenus esclaves de nos désirs, car l'accomplissement est bien plus une question de voyage que de destination.
Le bonheur vient du fait d'apprécier ce que nous avons plutôt que d'essayer de le changer et d'imposer notre volonté au monde. En d'autres termes, rechercher le bonheur et les réalisations, c'est comme rechercher le bonheur dans le temps. L'ancienne philosophie chinoise du taoïsme insiste sur le fait de vivre en harmonie avec le Tao, qui signifie « voie » en traduction. On appelle cela le Wu Wei, qui signifie l'alignement avec les rythmes des éléments à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. C'est une sorte d'abandon et de flottement sans effort et un abandon au cycle naturel du monde. Les origines de la compréhension taoïste du Wu Wei remontent à Lao Tse, un mystérieux philosophe chinois du IVe siècle avant J.C., célèbre pour son incroyable texte poétique influent intitulé Tao Te Ching. Lao Tse dit que la voix qui peut être dite n'est pas la voix éternelle, ce qui pourrait être une déclaration frustrante pour ceux qui espèrent tout trouver une compréhension plus profonde. Ce qu'il essaie d'exprimer, c'est le sentiment que la voix est quelque chose qui existe au-delà des contraintes du langage et ne peut être qu'expérimenté, non intellectualisé ou caractérisé. En d'autres termes, dès que vous essayez de la saisir avec l'esprit et de la revêtir de mots, vous avez déjà perdu son essence. Le taoïsme reconnaît que le secret de la vie n'est pas de forcer, de menacer ou de lutter pour contrôler et manipuler la réalité, mais de se détendre, de sourire et de se laisser porter par le courant, en laissant les choses se dérouler naturellement. En d'autres termes, laissez-vous porter par le courant en acceptant plutôt que de résister au moment présent. La plupart d'entre nous ont tendance à considérer la résistance comme un signe de force. C'est pourquoi le concept de non-résistance est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Mais Lao Tse l'explique parfaitement dans le verset 76. La rigidité est le compagnon de la mort, la flexibilité, le compagnon de la vie. Une armée qui ne peut céder sera défaite. Un arbre qui ne peut se plier craquera dans le vent. Wu Wei signifie une action sans effort ou une non-intervention naturelle, ce qui semble paradoxal et est souvent mal interprété comme de l'apathie, de la paresse ou même de l'ignorance. La plupart d'entre nous aiment croire que nous avons le contrôle en adoptant une approche proactive pour atteindre nos objectifs, car cela semble mieux que de ne rien faire. Mais l'action est inévitable dans la vie. Il est impossible de ne rien faire, même pour survivre. Nous devons constamment faire quelque chose, manger, boire, bouger, dormir et prendre soin de notre corps. Entretenir même les symboles de la vie demande des efforts, à commencer par l'effort nécessaire pour gagner un revenu de base. Le Tao Te Ching décrit la non-action comme un paradoxe dans lequel des tensions dualistes comme la passivité et l'agression résolvent ce qui ne peut être résisté. Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Peu de gens dans le monde peuvent ne comprendre l'enseignement sans parole, ni comprendre la valeur de la non-action. En d'autres termes, le Wu Wei signifie ne pas aller contre la nature, sinon nous irons contre nous-mêmes. Tout autour de nous a un flux naturel. Le Wu Wei nous dit de trouver ce flux et de nous y abandonner. L'eau est mentionnée de nombreuses fois dans l'enseignement du Tao pour expliquer le concept de Wu Wei. Bien que l'eau soit l'une des substances les plus douces et les plus souples, c'est aussi l'une des plus puissantes. L'eau est essentielle et donne la vie. Elle a la capacité de couper la roche et de déplacer littéralement des montagnes. Elle le fait grâce à une soumission patiente et tactique aux lois de la nature. De même, les humains doivent aussi pouvoir s'adapter à leur environnement et agir en fonction de la façon dont la nature les encourage. La philosophe et écrivain Alan Watts utilise l'exemple d'un voilier. Le Wu Wei est l'art de naviguer à la voile plutôt que l'art de ramer. Ramer est une façon assez peu réfléchie de faire avancer un bateau sur l'eau, car il faut une force et une difficulté immenses pour aller contre le courant d'un plan d'eau. La navigation à la voile, en revanche, utilise les forces de la nature, notamment la puissance du vent, pour déplacer et manœuvrer habilement le bateau plutôt que d'aller contre la nature. La navigation à la voile exige de se laisser porter par la nature sans effort.
Mais il y a un piège. La navigation à la voile n'est possible que si l'on fait l'effort initial de hisser la voile. Même si le vent est fort et l'eau claire, le bateau n'ira nulle part si on laisse la voile déployée. Encore une fois, le wu-wei ne signifie pas du tout ne pas agir. En d'autres termes, rester inactif alors que vous êtes censé agir est tout aussi mauvais que d'agir alors que vous êtes censé rester inactif. Fluidité, pas paresse, harmonie, pas apathie, conscience, pas ignorance. C'est l'essence du wu-wei. Reconnaissez les forces de la nature et agissez en conséquence au lieu d'aller contre la vie. Laissez la vie vous traverser en permettant à l'action de se dérouler comme elle le souhaite. Vous vous abandonnez au flux de la vie qui se déplace doucement à travers et autour de vous. D'un autre côté, un autre élément essentiel du wu-wei est de savoir quand ne pas agir. Parfois, se retenir est la réponse la plus appropriée jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment poussé à agir au lieu de réagir sans relâche à ce qui est hors de votre contrôle. La vie est un équilibre yin et yang d'action et d'inaction. L'un des principes fondamentaux de cette philosophie est de différencier ce que vous pouvez contrôler et ce qui se trouve en dehors de votre contrôle. Le wu-wei encourage une attitude similaire. Abandonner le contrôle et suivre le flux naturel des choses. Le wu-wei partage également des similitudes avec le concept bouddhiste de non-attachement. Lorsque nous nous attachons à nos attentes et à notre désir de dominer et de réguler notre monde, nous souffrons. De plus, le wu-wei ressemble au concept bouddhiste de nirvana, qui est une libération du samsara, connu comme le cycle de la renaissance sans fin. Le nirvana est décrit comme un état de parfaite quiétude, de liberté et de bonheur. Il peut être atteint grâce à la reconnaissance du dukkha, traduit par la souffrance, qui est à son tour provoquée par les envies du monde, similaires au wu-wei. Le nirvana encourage l'acte de lâcher prise. En ce qui concerne la philosophie occidentale, Charles Bukowski, avec sa célèbre citation « Ne pas essayer », pourrait être l'une des meilleures incarnations philosophiques du wu-wei. Bukowski n'écrivait pas parce qu'il était particulièrement doué ou parce qu'il aimait ça. Il écrivait simplement parce qu'il ne pouvait pas ne pas écrire. Selon ses propres mots, « Je n'ai pas choisi l'écriture, l'écriture m'a choisi ». Il s'est expliqué dans une lettre: « Quelqu'un m'a demandé ce que je fais, comment je crée. Vous ne faites pas, j'ai dit. C'est très important de ne pas essayer, ni pour la création d'une Cadillac, ni pour l'immortalité. Vous attendez, et si rien ne se passe, vous attendez encore plus. » Cette simple phrase qui figure sur sa pierre tombale, « Ne pas essayer », car nous n'en avons pas besoin si nous suivons le courant. Essayer est inutile. Le courant nous emportera avec lui. Mais comment suivre le courant? Après tout, il y a certaines tâches dans notre vie où nous n'avons pas le temps d'attendre un éclair d'inspiration divine. Par exemple, votre propriétaire aura probablement du mal à comprendre que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore payé votre loyer est que vous n'en aviez pas envie. La société nous oblige parfois à nous forcer à faire des choses, que nous en ayons envie ou non. Nous avons tous une vie, une famille, des amis, un travail, peut-être un chien. Vivre une vie à 100% spontanée et en accord avec un flux naturel n'est pas réaliste pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi il faut considérer le wu-wei plus comme un spectre en nuances de gris que comme un noir et blanc strict. Pour expérimenter et vous aligner sur le Tao, vous devez vous libérer de votre ego et de l'idéal que vous vous imposez et imposez aux autres. Commencez par prendre votre temps. La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Peut-on faire pousser l'herbe en la tirant? Peut-on cuire un gâteau plus vite en augmentant la température du four? Dans la nature, les choses se déroulent à leur propre rythme et selon leur propre voie. Essayer de faire aller les choses plus vite qu'elles ne le font naturellement conduit souvent au désastre. L'herbe est arrachée et meurt, le gâteau brûle et doit être jeté. Mais en laissant les choses se dérouler naturellement, tout se fait, et comme le dit Lao Tse, le monde est gagné par ceux qui le laissent aller. Mais quand vous essayez et essayez encore, le monde est au-delà de la victoire.
Nous sommes responsables de nos actions, mais pas des résultats de nos actions. Pourquoi? Parce que chaque résultat dans la vie ne dépend pas d'une seule cause, mais d'une multitude de causes, et la plupart d'entre elles sont en dehors de notre contrôle. Le stoïcisme dit qu'il n'est pas logique de se soucier de ce que vous ne contrôlez pas et ne pouvez pas contrôler. C'est une recette pour une vie de misère. Cependant, les humains maintiennent des situations en vie en les rejouant sans cesse dans leur esprit, pris au piège par la croyance erronée que quelque chose n'aurait pas dû se produire. Nous avons tant de croyances sur la façon dont les gens autour de nous devraient se comporter, même sur la façon dont nous devrions nous comporter nous-mêmes. Nous voulons même que le comportement de nos animaux de compagnie corresponde à nos attentes. Mais lâcher prise sur la façon dont nous pensons que le monde devrait être est à la fois incroyablement libérateur et incroyablement difficile. Commencez par prendre conscience de vos attachements et de vos croyances concernant vos revenus, votre poids, vos parents, votre partenaire, votre patron et, surtout, votre précieux moi. Une fois que vous avez une vue d'ensemble de vos attachements, il est temps de les laisser partir. Lorsque nous sommes capables de le faire, nous entrons dans un état de flux, un sentiment que nous avons peut-être aperçu à certains moments de notre vie où nous sommes totalement immergés dans l'action, où nous ne faisons qu'un avec la tâche à accomplir, sans distraction ni dialogue interne, ni en imaginant le passé ou l'avenir. Être présent au lieu de penser constamment au passé et au futur a été identifié comme une clé d'une vie plus paisible par d'innombrables enseignants spirituels. Vivez avec une perception fraîche, imaginez que vous êtes arrivé sur cette planète pour la première fois, voyez et expérimentez tout consciemment, comme si c'était nouveau pour vous. Engagez vos sens, prenez conscience de votre environnement, en détournant votre attention de votre esprit. Une autre façon de cultiver la présence est la méditation. Grâce à la méditation, nous apprenons à observer et à nous détacher de nos pensées et de nos émotions sans nous laisser automatiquement emporter par elles. En fin de compte, suivre le courant signifie déplacer votre locus de contrôle de la tête vers le cœur. Il s'agit principalement de vous faire suffisamment confiance pour suivre spontanément votre intuition plutôt que de trop réfléchir. L'intuition, également connue sous le nom de sentiment instinctif, est cette première impulsion que vous ressentez lorsque vous êtes confronté à une décision avant que votre esprit ne prenne le dessus et commence à trop réfléchir et à analyser. En tant qu'humains, nous nous sentons plus en sécurité lorsque nous avons un sentiment de prévisibilité dans notre vie. Nous développons donc une grande capacité à nier une simple vérité. La vie n'est pas idéale, rien ne reste jamais pareil. La vie est une série de changements naturels et spontanés, et rien ne dure éternellement ou de manière immuable. Lao Tzu lui-même dit que même la nature avec toute sa puissance et sa majesté ne peut créer une tempête qui durera éternellement. Quoi que vous viviez dans la vie en ce moment, cela disparaîtra et quelque chose d'autre viendra le remplacer. Les personnes qui savent cela et s'en servent en se déplaçant paisiblement avec le cours naturel du changement peuvent réussir très bien. S'accrocher au passé peut être une grande source de malheur. L'avenir a toujours été un mystère, une aventure, et le restera toujours. Résister au présent est un exercice futile et une énorme perte d'énergie. Comme le dit Lao Tzu, ceux qui ont la connaissance ne prédisent pas, ceux qui prédisent n'ont pas la connaissance. 30 rayons sont assemblés dans une roue, mais c'est le trou central qui permet à la roue de fonctionner. Nous façonnons l'argile en pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui rend le vase utile. Nous façonnons le bois pour une maison, mais c'est le vide à l'intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec du substantiel, mais c'est le vide que nous utilisons. Lao Tzu, Tao Te Ching. Comment le vide peut-il avoir une quelconque valeur? Le vide peut être le but même d'une existence. Lorsque nous valorisons quelque chose, notre attention se porte souvent sur ce que nous pouvons voir ou toucher. Lorsque vous voyez une tasse, votre attention se porte très probablement sur sa forme, ses couleurs et le matériau dont elle est faite. Ces choses sont l'être. Être est important et nécessaire, sinon la tasse ne peut pas être une tasse. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni toucher qui rend la tasse utile. C'est le non-être, le vide.
une tasse est plus utile pour son vide. Sans le vide, ce n'est qu'une masse d'argile qui rend la tasse inutile en tant que tasse. Vous ne pouvez pas voir le vide, mais c'est le but de l'existence de la tasse. Une tasse pleine a déjà réalisé son potentiel. Une maison est utile pour son vide, car sans espace, personne ne peut y vivre, et la maison est inutile en tant que maison. Si les murs et les piliers sont ce que nous voyons, le vide est le but de l'existence physique de la maison. L'argent n'est pas utile pour sa valeur papier, mais pour les choses qu'il nous permet d'acheter et, par conséquent, pour la joie de posséder. Le vide est le non-être, l'intangible. En revanche, l'être est la présence physique d'une chose, le tangible. Cela la rend utile, inutile, sans le non-être. Mais d'un autre côté, le non-être ne peut exister sans l'être. Il est donc important d'équilibrer les deux. Dans le taoïsme, cela ressemble au yin et au yang de la vie, de l'existence. L'importance du non-être, du vide, s'applique également à d'autres choses. Tout comme une tasse, votre esprit est plus utile lorsqu'il est vide. Souvenez-vous donc de vider votre esprit chaque jour avant que le lendemain ne commence. Si vous ne l'avez pas fait, comment pouvez-vous permettre à quoi que ce soit de frais de remplir votre esprit le lendemain? Comme l'a dit un jour le philosophe indien Jiro Krishnamurti, une tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide, et un esprit rempli de croyances, de dogmes, d'affirmations, de citations, est vraiment un esprit non créatif. Un esprit qui s'accroche fermement à un concept n'a pas l'agilité de voir d'autres perspectives et significations, mais un esprit qui permet l'inconnu peut se déplacer librement. Cet enseignement du vide concerne vous et votre esprit, votre possession et votre fabrication. Un esprit vide est conscient et capable d'embrasser et de vivre le moment présent. Il est paisible parce qu'il ne s'attarde pas sur les mêmes pensées. Il est intuitif parce qu'il est réceptif aux informations provenant de sources supérieures. Il est libre du jugement et de l'inquiétude. Créatif pour permettre à l'inspiration et aux nouvelles idées de venir. Il est également détendu pour libérer le stress et accélérer le bien-être. Et enfin, énergique parce qu'il ne gaspille pas d'efforts sur des pensées indésirables. Avec un esprit vide, vous ne jugez plus un livre à sa couverture ou une personne à son apparence. Vous êtes capable de lire entre les lignes et d'identifier des nuances qui échappent à la plupart des gens. Vous êtes capable de voir le succès dans l'échec et l'échec dans le succès, afin de pouvoir générer de la valeur à chaque instant de votre vie. En fin de compte, la vie est imprévisible, le vent souffle comme il veut et la vie nous emmène dans sa propre direction. En tant qu'humains, nous sommes à la fois bénis et maudits par notre capacité à expérimenter et à exercer notre libre arbitre. Toutes les autres créatures de la planète suivent automatiquement leurs instincts et leur programmation. Elles suivent naturellement le Tao. En fin de compte, la vie est une question d'équilibre. Travailler et ne pas travailler, c'est le yin et le yang. Ce n'est qu'en apprenant à équilibrer votre vie, votre pensée et votre comportement que vous existerez en accord avec la nature et trouverez la paix et l'harmonie en suivant le courant. Si vous avez trouvé de la valeur et apprécié ce texte, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci à tous pour votre soutien immense. À bientôt pour un nouveau temps de méditation.